à tous, bienvenue à ce nouvel Extra Club en direct de la Maison de la PM. Aujourd'hui, on va parler économie collaborative, travailleurs indépendants. On va se poser la question de la fin du salariat. Et pour évoquer toutes ces questions, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Toufik Valipuram. Bonjour Toufik, bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Toufik, tu es coordinateur des activités de WeShare France. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est que WeShare et sur ce que vous faites chez WeShare? Oui, bien sûr. WeShare, c'est un collectif qui est né il y a 5 ans, lorsque des personnes un peu partout dans le monde s'interrogeaient sur l'essor de l'économie collaborative. Alors, l'économie collaborative, ce sont ces plateformes comme Airbnb, Uber, Blablacar, qui à la fois désintermédient et réintermédient la relation entre des particuliers pour des prestations données, dans le transport, dans l'immobilier et autres. Et donc WeShare, c'est né de la volonté d'un certain nombre de personnes indépendantes, on reviendra sur ce mot tout à l'heure, dans le monde, qui avaient envie de partager de la connaissance intellectuelle autour de l'évolution de ces plateformes et de l'émergence de cette économie. Donc c'est né il y a 5 ans, donc imaginez que sur Facebook, sur Twitter, des gens commencent à discuter, échanger et se disent « et si on allait plus loin ?» Et comment aller plus loin? C'est en créant une organisation qui appartient à tout le monde, avec une gouvernance très horizontale, pas de hiérarchie, et puis en se disant aller plus loin, ça peut être par exemple se rassembler, partager cette production intellectuelle qu'on échange sur des réseaux sociaux ou en petits groupes, avec des groupes qui sont autour de nous, des élus, des grandes entreprises, des start-upers, des activistes, des citoyens, et rassembler ces gens-là au cours d'événements inspirants qui vont leur permettre un peu d'avoir une vision un peu globale des différentes transformations. Et de l'économie collaborative, on est arrivé jusqu'à l'impact du numérique sur la société, que ce soit sur la transition démocratique avec les nouvelles formes de démocratie participative, l'impact écologique, le futur de la mobilité, comment la mobilité évolue, et le futur du travail, puisque le point commun de ces transformations numériques, c'est qu'elles réinventent la notion de travail, la notion de salariat, la notion d'employabilité, toutes ces questions-là dont on va parler aujourd'hui. Il y a combien de gens dans la communauté WeShare en France aujourd'hui? Alors, en France, il y a en gros une petite cinquantaine de personnes qui sont très impliquées. Okay. Ils sont tous indépendants donc? Quasiment tous. Ouais. On reviendra là-dessus, mais quasiment tous indépendants. Mais oui, on peut dire qu'on favorise chez WeShare le fait que chaque personne ait son modèle économique propre, de manière à ce qu'il ne dépende pas d'une organisation qui va lui apporter de la connaissance et des revenus, mais qui puisse un peu polliniser les gens qui sont autour d'eux et de développer des relations avec de la prestation commerciale, de l'accompagnement, etc. Et au niveau mondial, on a 80 personnes qu'on appelle des connectors qui animent les communautés WeShare. Voilà, donc Rio, Barcelone, Montréal, Londres, Munich. Et dans chaque communauté, les gens traitent à la fois leur sujet et ont leur propre modèle économique. Ok, très bien. Donc tu nous disais 50 personnes pour WeShare en France. Ouais. Le nombre des indépendants en France, c'est quoi à peu près? C'est globalement, d'après les derniers chiffres, à peu près 2,7 millions, 2,8 millions. Donc on est globalement à 10% du nombre de gens qui travaillent en France. Ouais. On n'est pas encore au raz-de-marée, on n'est pas encore à la fin du salariat en fait. Non, d'une part, on n'est pas à la fin du salariat. Alors si on compare déjà par rapport à l'Europe, je crois qu'en Europe, on estime le taux d'indépendants à peu près à 15%. De la population qui travaille. Donc on voit qu'en France, on est légèrement inférieur. Voilà. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est qu'en France, le travail indépendant revient à la mode. Il a été historiquement très élevé. Autant on avait beaucoup d'agriculteurs, un réseau de petites entreprises ou d'artisans qui effectuaient des métiers de manière indépendante, qu'il a diminué durant les 30 Glorieuses avec notamment l'emploi des femmes, la très forte hausse du salariat et surtout toute la protection sociale qui était associée au salariat. Ça a été vraiment un déterminant majeur dans le fait que le salariat évolue. Et puis là, on voit qu'avec les nouvelles plateformes, notamment, et puis aussi le désir d'un certain nombre de personnes d'avoir un peu plus de flexibilité, de liberté dans ce qu'elles font, on voit pointer à nouveau une émergence du travail indépendant. Mais c'est pas le raz-de-marée dont on parle. Mais alors ils viennent chercher quoi exactement ces gens? Parce que si le CDI leur apporte de la protection sociale, un certain confort, pourquoi ils se mettent en danger finalement pour devenir indépendants? Alors, il y a un petit rappel historique, il y a quelque chose qui est assez intéressant. En 1941, le CJD, donc une organisation qui rassemble des dirigeants, vous connaissez bien, a publié un bouquin qui déjà s'intitulait Vers la fin du salariat,
et dans lesquels pointait qu'il fallait réinventer la notion du contrat de travail en laissant plus de liberté d'action aux personnes qui travaillent en fait dans les organisations avec un peu plus d'autonomie. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la question du sens, on pourra y revenir, mais que le facteur majeur qui explique en fait cette petite remontée du travail indépendant, que ce soit en haut de la pyramide ou en bas de la pyramide, c'est de dire de mieux maîtriser son emploi du temps, d'avoir un peu plus de liberté, d'être moins dépendant d'une hiérarchie avec laquelle on a du mal à discuter ou qui va nous imposer de travailler sur des sujets qu'on n'aime pas forcément. Et vraiment, je pense que ce désir de liberté, de flexibilité est pour beaucoup en fait, à la fois dans le fait que des gens décident de quitter leur travail et de conduire des voitures dans des conditions de travail qui ne sont pas forcément géniales. Conduire une voiture 10 à 12 heures par jour dans des bouchons, je ne suis pas sûr que ce soit le rêve de tout le monde. Donc il faut bien différencier. C'est ça le bas de la pyramide dont tu parlais, c'est par exemple des chauffeurs Uber, des livreurs, des Deliveroo, ce genre de poste. Alors, pour être bien clair, quand je parle de bas de la pyramide, je ne fais aucune relation entre un bas de la pyramide et la notion de création de valeur. Je pense que ces gens apportent beaucoup de valeur. Par contre, ils ne sont pas forcément bien rémunérés. Ça, c'est un point. Deux, ils dépendent très fortement de plateformes qui sont à la fois des intermédiaires et qui réintermédient en fait une relation. Et troisièmement, en fait, la question clé, c'est comment leur travail au quotidien renforce leur employabilité. Est-ce que quand je suis chauffeur d'un véhicule, d'un VTC, ou lorsque je fais du vélo pour livrer des repas, est-ce que ça renforce mon employabilité? Est-ce que j'acquiers des compétences qui me permettent demain presque de mettre en concurrence avec l'organisation qui m'emploie? Est-ce que je suis vraiment dans une relation d'égal à égal? Et la réponse, elle est plutôt non. Ouais. On voit bien, parce que le seul moyen aujourd'hui pour ces travailleurs de se faire entendre, c'est de revenir à la grève ou à des blocages qui sont le moyen historique des travailleurs salariés de faire entendre leur voix lorsque les négociations dans l'entreprise achoppent. Et de l'autre côté, on a dans le haut de la pyramide des métiers qu'on a toujours connus, notamment tout ce qui est freelance artistique. Mais aujourd'hui, ça se développe avec d'autres types de métiers. On voit même des contrôleurs de gestion en freelance. Ces gens-là, au contraire, ils acquièrent des compétences à travers un portfolio de missions qui leur permettent de mieux se valoriser sur le marché du travail. Et on a d'ailleurs un exemple ici avec Clément qui travaille avec nous aujourd'hui pour faire en sorte que l'image et le son se restituent de la bonne manière. Et ça leur permet de, demain, quand ils vont voir une entreprise, de dire « Ah oui, je vois que tu as fait telle ou telle mission, tu as de la valeur, cette entreprise en plus, je la connais et elle est intéressante, du coup, je vais te proposer une mission et en plus, le travailleur indépendant dans ce côté-là va être capable de négocier son salaire. Aujourd'hui, un chauffeur Uber, encore une fois, on en revient, mais négocier son salaire, ça passe par arrêter de travailler, bloquer des aéroports, bloquer des gares, etc. Rien de très positif. Oui, c'est la seule solution. Bon. Exactement. Ok. Alors ça, c'est une partie des travailleurs indépendants, mais comme on l'a vu, c'est pas non plus encore très majoritaire. Pour nos patrons, pour les dirigeants qui nous suivent, qu'est-ce qui va se passer pour eux? C'est quoi les conséquences? Et toi, qu'est-ce que tu envisages comme futur du salariat? À ton avis, c'est quoi l'entreprise de demain? Alors, il y a un premier point. Je ne suis pas forcément très fan des généralités autour de la génération Y et de la génération Z. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'impact de l'utilisation des réseaux sociaux, d'Internet ou globalement des générations qu'on appelle les digital natives, les gens qui sont nés avec Internet ont une capacité à toucher les gens de manière directe, avec peut-être un sentiment plus mitigé vis-à-vis des hiérarchies, fait que ces jeunes populations vont avoir tendance à bouger très rapidement et peuvent poser des problèmes culturels en termes de rétention des talents au sein d'entreprises, que ce soit des PME ou des grandes entreprises. Les grandes entreprises aujourd'hui l'ont très bien compris, donc elles travaillent leur marque employeur. Ça, c'est vraiment un point fort chez les grandes entreprises. Pour l'instant, les PME n'en sont pas encore là, ou les entreprises de taille moyenne. Et je pense qu'il faut d'abord s'interroger sur le lien, et pas le lien juridique, le lien qui unit l'employeur, le recruteur, le manager à ses salariés. À ses salariés, à ses équipes. Qu'est-ce qu'on doit créer comme lien? Parce qu'on en discutait quand on a préparé, on n'est pas là pour être amis non plus. Enfin, c'est bien si ça se passe bien, évidemment, mais le dirigeant n'est pas là pour être ami avec ses collaborateurs. C'est quoi la relation qu'il faut créer du coup? Alors, il n'est pas là pour être ami, mais
si tu peux me permettre, je voudrais faire un parallèle avec la cellule familiale. La cellule familiale a beaucoup évolué lors des 50 dernières années. Je parlais tout à l'heure de l'emploi des femmes, mais pas que. Il y a 50 ou 60 ans, quand je parle avec des personnes qui sont un peu plus âgées que moi, elles me disent que voilà, l'homme prenait l'ensemble des décisions et puis la relation était plutôt, alors pas autoritaire, mais ça allait quand même plutôt dans un certain sens. C'était le père de famille qui décidait d'un certain nombre de choses pour ses enfants et pour sa femme. La cellule familiale a très fortement changé. On voit aujourd'hui qu'il y a du dialogue globalement toutes catégories socio-professionnelles confondues. Et il y a même alors ce qu'on appelle en anglais du reverse mentoring, des enfants qui apprennent à leurs parents comment se servir d'Internet, qui vont remplir des tâches administratives qui étaient dévolues aux parents, qui vont conseiller leurs parents même sur des choix de carrière. Et ça, encore une fois, c'est toutes catégories socio-professionnelles confondues. Donc on constate ça dans la sphère familiale. Par contre, dans l'entreprise, de manière générale, on constate relativement peu d'évolution dans la relation d'un employeur avec ses salariés. On reste sur un truc assez hiérarchique. Bien sûr, on parle de N+1, de N+2, de N+3, on parle de mon boss. Et il manque ce côté un peu inspiration. Aujourd'hui, quand on est parent, moi j'en sais quelque chose, j'ai un bébé de 5 mois, je me dis comment je vais faire pour mettre mon enfant ou mes enfants dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Et ça passe pas par des ordres, ça passe pas par des objectifs chiffrés et établis. Ça passe par transmettre de la connaissance, transmettre de l'amour. Des parents et des enfants ne sont pas amis, mais ils transmettent quelque chose qui est autre. C'est de l'amour, c'est du dialogue, c'est de la connaissance, c'est mettre dans les meilleures dispositions. Et je pense aujourd'hui qu'à une époque où effectivement un certain nombre de personnes se sentent à l'étroit dans leur travail, parfois incompris, et qu'elles ont des activités à côté qui leur donnent, là c'est un peu du sens, qui leur donnent plus de sens, il y a la question à se poser pour un chef d'entreprise, c'est comment je comprends mieux qui est mon employé, comment je fais pour que mon employé ait ce masque social. Comment je le connais mieux, comment je fais… Bien sûr, quand une personne rentre, quand elle franchit les portes de l'entreprise, elle met souvent un masque social où elle va cacher une partie de sa personnalité par, j'utilise le terme peur, mais exactement, par pudeur, peur de la hiérarchie, peur de se dévoiler, peur de créer des relations amicales. Pourtant, en fait, aujourd'hui, toutes ces connaissances qu'on accumule en dehors du monde du travail et pendant le temps de travail, parce que croire que les gens, lorsqu'ils travaillent de 9h à 17h ou de 9h à 18h ou de 10h à 20h, ne font que de se concentrer sur leurs tâches données, c'est complètement illusoire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a Internet accessible au travail avec notre smartphone, mais pas que. Les gens, lorsqu'ils sont devant leur ordinateur, ou lorsqu'ils sont devant leur machine, ça leur arrive d'avoir des moments où ils pensent à autre chose, ils pensent à ce qu'ils vont faire à côté, à leur mission de bénévolat. Et je pense que la réinvention de la relation employeur-salarié, elle passe par une meilleure compréhension. Et je pense que les dirigeants de PME ont un avantage, ont un atout, c'est que globalement, ils connaissent, le cercle de personnes qui travaillent est plus petit que dans une grande entreprise. C'est beaucoup plus facile de tisser une relation de confiance. Et tisser une relation de confiance, ça ne veut pas dire devenir ami, ça veut dire se faire confiance. Être capable d'embarquer ses équipes dans un projet d'entreprise. Donc je pense que ça, c'est vraiment un point important, c'est s'interroger comment je peux faire pour mieux connaître mes employés. Et alors concrètement, qu'est-ce que tu conseillerais à nos dirigeants? C'est quoi les premiers pas pour préparer un peu ce monde de demain, ce monde des indépendants ou des salariés qui vont avoir envie de plus de liberté sans forcément devenir indépendants? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place déjà? Tu as posé ce cadre de la relation de confiance, mais concrètement, qu'est-ce qu'un dirigeant peut faire pour lancer ses premières actions? Alors, je vais penser intuitivement à quelque chose. En France, il y a 14 millions de bénévoles. Donc, c'est conséquent. Hein. Je crois qu'il y a 25 millions de salariés, de personnes actives. Donc, c'est assez conséquent. Quand on fait du bénévolat, on développe pas mal de compétences qui ne sont pas des compétences qui sont utilisées dans l'entreprise. Et en même temps, aujourd'hui, c'est compliqué d'expliquer à son patron, à son employeur, je vais poser une demi-journée de travail où là, je dois partir plus tôt parce que je donne des cours à des gamins, je vais faire des maraudes le soir, je vais faire des maraudes de 23h à 6h du matin. C'est pour cette raison-là que je vais arriver un peu fatigué le matin au travail. Ça peut passer dans un premier temps par quelles sont les activités que vous menez en dehors de votre temps salarié et qui vous plaisent et qui donnent du sens à votre vie et comment je peux faire moi en tant qu'employeur
pour vous faciliter la tâche. Et déjà, ça permet, je pense, de rééquilibrer un peu la relation. Je me rappelle, moi je suis très impliqué dans l'associatif, et il y a très souvent des défections de la part de personnes parce que elles n'osent pas dire à leur employeur, n'osent pas dire à leur patron qu'elles ont besoin d'un peu de souplesse. Exactement, qu'elles ont besoin d'un peu de souplesse. Et je pense que les gens, lorsqu'on leur fait confiance, lorsqu'on leur donne de la souplesse, globalement, le rendent. Ça implique mieux, ça implique plus. Exactement, parce que si on dit tu vas travailler un petit peu moins ce jour-là parce que tu veux aller faire ta mission, je suis persuadé que l'esprit humain et la relation de confiance fait que on va rendre, alors en termes des valeurs je ne saurais pas le mesurer, mais ça peut même être rendu au centuple ce qu'on va apprendre. Ça c'est un. Deux, la relation à ses anciens salariés. Comment on fait pour garder un contact avec ces anciens salariés. Des gens qui veulent devenir complètement indépendants, par exemple? Alors, tout à fait. Par exemple, il y a des personnes qui disent aujourd'hui, moi, le cadre de travail que vous me proposez ne me convient pas parce que soit je souhaite passer du temps à élever mes enfants. Et ça, on pensait beaucoup aux femmes, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus les hommes qui s'intéressent à ça. Soit qui ont des missions à côté. Par exemple, il y a des personnes qui aujourd'hui se forment toutes seules au code et qui ont envie de consacrer un peu de temps à faire du code, qui se consacrent à d'autres métiers. Et comment on peut demain proposer un mode de travail un peu plus flexible qui permet de retenir des talents au sein de l'organisation, mais qui vont avoir un pied dedans, un pied dehors. Et ça, c'est un avantage pour une organisation, puisqu'en fait, avoir quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors, ça permet de ramener un certain nombre d'informations qui sont extrêmement coûteuses à acquérir, que ce soit en temps ou en ressources pour un employeur. C'est l'exemple dont tu me parlais d'Accor, pour parler aussi de plus grandes entreprises. Ouais. Tu me disais que les femmes de ménage chez Accor, on utilisait un peu leurs compétences de un pied dehors, un pied dedans. Alors, c'est encore très récent, ce sont des expériences, mais en fait, Accor, pour faire très simple, et on revient à l'économie collaborative, en fait, l'économie collaborative a plusieurs impacts, à la fois sur les modèles d'organisation des entreprises, de ces startups-là, qui s'appuient beaucoup sur des personnes qui ne sont pas salariées, pour leur travail. Et puis à la fois, elles ont un impact sur les business models d'organisations plus grandes. Accor n'a pas vu arriver Airbnb. Et avec Airbnb, on va chez quelqu'un, il nous donne les adresses des meilleurs restaurants, etc. Il se trouve que dans les hôtels Accor ou dans les hôtels en général, on a des gens qui vivent dans la ville où ils travaillent et qui sont peut-être le meilleur guide touristique, qui sont peut-être le plus à même de donner l'information pertinente qu'un voyageur va rechercher, que ce soit un touriste ou un voyageur professionnel. Donc aujourd'hui, par exemple, ça c'est quelque chose que nous on a pu faire avec Accor lors de discussions et d'échanges, c'est comment faire prendre conscience aux directeurs d'hôtels qu'ils ont sous la main, sous la main je ne devrais même peut-être pas utiliser cette expression vu le discours, mais en tout cas qu'ils ont dans leurs équipes des pépites qui sont infiniment plus pertinentes pour renseigner les voyageurs que le guide, touristique. Donc c'est comment je fais en sorte pour que la femme des ménages à qui un voyageur va poser une question comprenne qu'elle puisse prendre du temps pour répondre à ces questions, plutôt que de se dire je dois nettoyer 25 chambres avant… Que ça fait autant partie de son boulot maintenant. Tout à fait. Bien sûr, ça fait partie de l'expérience voyageur, l'expérience utilisateur. Ça, c'est quelque chose qui nous vient d'Internet. Et ça donne du sens, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, un peu plus de sens à son travail quotidien. Bien sûr, parce qu'en fait, cette personne-là se rend compte que… Et c'est là où je reviens sur la notion de création de valeur. Être capable d'apporter de la valeur à un voyageur autrement qu'en lui nettoyant son chambre, surtout pour ces personnes-là, pour qui le travail n'est pas drôle, c'est pas très drôle de nettoyer des chambres, le sentiment d'aider, je suis persuadé, renforce ces personnes dans leur bien-être au travail. Donc ça passe, et c'est pas cosmétique. Donc ça, pour terminer sur ce point-là, on parle beaucoup aujourd'hui d'entreprises libérées, c'est intéressant. Mais déjà, avant d'aller jusqu'à une entreprise libérée où on met du management horizontal, où on n'a plus de hiérarchie, il y a déjà tout un tas de petites étapes qu'on peut proposer aux salariés pour améliorer leur bien-être au sein de l'organisation et retenir ces personnes qui ont une expérience qui est incroyable et qui vont être capables de renseigner les clients. Ok. Merci. Alors, on a posé un petit peu le cadre de notre discussion. Maintenant, on va prendre les questions des adhérents. On avait quelques questions qui étaient arrivées déjà avant le début de cet Extra Club. Justement, tu parlais de relations, d'entreprises libérées. Au final, quand je t'écoute, je me dis, est-ce que tout le monde peut… Est-ce qu'un dirigeant
peut avoir ce niveau de confiance avec tous ses collaborateurs? Est-ce que c'est faisable avec tout le monde? Et puis, il y avait une question qui nous était posée qui était comment on fait avec les gens qui ont l'habitude, qui ont besoin d'être un peu plus contrôlés, peut-être avec une génération un peu différente? Peut-être que je peux me repartir du cas de WeShare et en parler 2 petites minutes. Aujourd'hui à Paris, donc tout à l'heure je donnais un nombre de personnes indépendantes, mais à Paris on a constitué une équipe à peu près d'une vingtaine de personnes. Sur ces 20 personnes, il y a 3 personnes salariées, on pourra revenir là-dessus. Le reste de ces personnes ne souhaitent pas, c'est leur volonté, ne souhaitent pas avoir un contrat de travail classique. Donc elles sont soit indépendantes, auto-entrepreneurs, freelance ou salariés via des CAE, des coopératives d'activité d'emploi. Donc on se pose la question, et ces personnes-là viennent avec leur expérience, leur vécu. Elles ont travaillé avant dans des organisations. Donc effectivement, on a des personnes qui sont très autonomes et des personnes qui le sont un petit peu moins. Et cette question-là, elle se pose puisque il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, qui ne sont pas prêtes à gérer toutes seules leur activité commerciale, leur activité de réseau, leur travail intellectuel. Donc nous, la manière dont on voit les choses aujourd'hui chez WeShare, c'est qu'on est 2-3, dont je fais partie, à passer du temps avec chacune des personnes, à les accompagner dans leur modèle. Donc ça, c'est beaucoup de temps et c'est individualiser la relation et l'accompagnement. Et c'est là où je dis que je reviens à la force que ça représente pour des petites et moyennes entreprises, c'est que globalement, quand on a 30 ou 40 salariés ou même moins, on est plus à même de passer du temps avec ces personnes. Ce n'est pas comme lorsqu'on manage une équipe de 50 personnes, 200 personnes, de 200 personnes, de 300 personnes. On est capable d'individualiser la relation et de dire, OK, de quoi tu as besoin, en anglais on parle de empowerment, de quoi tu as besoin pour mener à bien tes missions, pour mener à bien ton travail. Et je pense que c'est la posture que doit prendre le manager ou l'entrepreneur, c'est de se transformer en quelqu'un qui va donner le pouvoir à ses salariés, pas tout de suite le pouvoir de décider de son salaire. Ouais, exactement, c'est que ça prend du temps. Et d'ailleurs, on voit que les entreprises qui sont allées trop brutalement de 0 à 1 reviennent aujourd'hui en remettant un peu de la hiérarchie. Mais plutôt déjà, comment je t'aide à mieux faire ton travail. Et ça, c'est vraiment une posture, je pense, importante et qui permet de recréer ce lien de confiance. On voit des PME aujourd'hui qui s'engagent sur ce travail-là et que ça paye. Alors, il y a une question à l'inverse, en fait, ouais. Si on ne parle pas des collaborateurs, mais de la direction. Dans une entreprise de taille moyenne, comment convaincre une direction à l'ancienne qui ne voit pas ces évolutions? Comment faire en sorte de ramener ces dirigeants-là, de leur ouvrir les yeux sur ces nouveaux modèles? C'est une très bonne question. Je vais y répondre d'une autre manière. Tout à l'heure, quand je parlais de pyramide et de personnes qui sont en bas de la pyramide, le travail opérationnel, globalement, il est quand même fait par les personnes, par les salariés et par les personnes qui sont au quotidien avec des clients, avec des fournisseurs, qui sont sur le terrain. Ces personnes-là, elles ont des connaissances clés sur ce qui s'y passe et parfois ont des difficultés à les remonter. Et notamment à faire effectivement comprendre à son supérieur hiérarchique de la bonne décision à prendre. Ce que j'ai pu voir, moi, avec les entreprises qu'on fréquente, c'est par exemple la mise en place d'espaces de dialogue, donc, notamment entre midi et deux. Encore une fois, on peut… C'est une proposition parmi d'autres. Exactement. C'est-à-dire mettre en place un espace de dialogue entre midi et deux où on pourrait poser des questions de manière assez libre sur un tableau et les gens qui ont des réponses pourraient les apporter. Donc, je donne juste il n'y a pas une solution qui est bonne pour toutes les entreprises. Non, mais finalement, ce qu'on comprend, c'est faire du dialogue et des espaces d'échange pour permettre aux dirigeants aussi de prendre conscience des changements qui sont en train de se produire. Tout à fait. Et des espaces de dialogue. Et puis surtout, identifier comment… je pense que la responsabilité, elle incombe pas à l'employeur. Elle incombe aussi aux personnes à ces personnes-là dans les équipes qui font le travail, de dire de quoi mon employeur a besoin pour être convaincu qu'il faut aller dans cette direction-là. Et il faut comprendre qu'on n'efface pas 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de cadre culturel dans une organisation d'un claquement de doigts. Donc ça requiert aussi de la compréhension et de la patience de part et d'autre. L'espace de dialogue me semble indispensable et ça peut être physique ou ça peut être virtuel. Ça peut être commencer à créer un groupe sur un petit réseau social, un groupe fermé dans lequel on va poser des questions
Et puis ensuite, formaliser ces questions avec un petit document de travail, une petite note de travail, en disant voilà à quoi on a pensé, qu'est-ce que vous en pensez, comment on peut commencer à travailler autour de ça. Semer la petite graine Exactement. pour faire… Exactement. Et c'est important d'avoir une vision à 6 mois ou à 1 an en se disant où est-ce qu'on veut aller, mais de l'accompagner de points d'étape à très court terme qui permettent de voir que le travail a été entamé. Ok. Alors, je retiens la nécessité dans la durée d'inscrire son projet perso dans celui de l'entreprise. Quels exemples en PME pour convaincre les DG? Si tu n'as pas d'idée, j'en ai une, mais je te laisse. Quand même. Alors, en fait, je ne dirais pas qu'il faut intégrer son projet perso dans le projet de l'entreprise. Je dis plutôt qu'il faut que les projets perso et pro soient compatibles. Que pour une personne, qu'elle n'ait pas ce sentiment un peu de schizophrénie en disant je suis une personne à l'intérieur de l'organisation et je suis une personne extérieure, mais plutôt qu'elle puisse assumer, qu'elle soit en position d'assumer ses activités à l'intérieur et à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il y a une connivence. Alors c'est génial si on peut trouver un effet de levier à la fois pour la personne et pour l'entreprise, et même pour l'association, si c'est une association, c'est formidable. Mais déjà qu'on comprenne que on n'est pas deux personnes. Et qu'on puisse… Il faut laisser de la place aux deux formes d'activité. Exactement, ou aux multiples formes d'activité, puisqu'il y a des personnes qui aujourd'hui ont 4, 5, 6 activités en même temps. Et si je loue ma voiture sur une plateforme de location de voitures de particulier à particulier, que je fais un peu de Airbnb, que j'ai un peu d'association, mon travail salarié, et je m'occupe et puis je m'occupe aussi de ma famille ou de mes voisins ou de mes grands-parents. Tout ça, c'est du travail, ça crée de la valeur. Donc, une meilleure compréhension de ce que fait le salarié, ça ne veut pas dire s'immiscer dans sa vie privée, mais comprendre qu'il y a d'autres choses qui existent à côté et comment on peut rendre tout cela, à défaut d'être complémentaire, au moins qu'il n'y ait pas de conflit entre ces activités. Ça peut apporter de la valeur, que les uns aux autres peuvent s'apporter de la valeur. Okay. Tu avais une… Oui, alors on a un exemple à la maison de l'APM, avec moi en l'occurrence, puisque on m'a donné la possibilité, la maison de l'APM en fait, teste un peu tout ce qu'on est en train de se dire sur mon exemple pour m'aider à poursuivre un projet personnel qui amène, je l'espère en tout cas, de la valeur dans mon travail salarié officiel à la maison de l'APM. Alors moi, c'est juste 2, c'est déjà pas mal. Mais justement, ça m'évite cette schizophrénie et l'objectif, c'est de pouvoir m'impliquer encore plus, m'engager encore plus auprès de l'APM et continuer mon projet de l'autre côté. Sachant que j'imagine que, du coup, c'est moi qui te pose une question, mais que si tu choisis en plus ce mode de travail, tu te sens d'autant plus libre et impliqué de remplir les missions. Oui, et pour le coup, toute la notion de confiance dont tu parlais tout à l'heure, le fait qu'on me laisse cette place-là et cette souplesse-là fait que du coup, quand je suis là, je suis encore plus là parce que j'ai encore plus envie de faire avancer le projet APM. Donc c'est bien dans ces missions-là en fait. C'est intéressant parce que en fait, la notion de liberté et la notion de créativité sont très reliées. Je suis persuadé que plus on est libre de faire ce qu'on a envie de faire, plus on est à même d'exercer sa créativité. Et la créativité, encore une fois, c'est quelque chose dont l'entreprise a besoin. Et toutes les entreprises sans exception, puisqu'il y a 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on n'imaginait pas que des pans entiers de l'industrie ou des services et même de l'agriculture puissent être révolutionnés notamment par le numérique. Et c'est en cela en fait, que de croire encore que le contrat de travail classique, le salariat classique, c'est la protection pour une durée illimitée, c'est qu'en fait, on est quand même dans un monde où les choses évoluent de manière assez rapide. Et plus le dirigeant d'entreprise en prendra conscience tôt, plus il essaiera de poser un peu les jalons. Et c'est pas grave, on peut faire une expérience, ça peut ne pas porter les fruits qu'on espérait. Par contre, le fait d'avoir fait cette expérience, ça crée une valeur. Exactement, ça crée du changement culturel dans l'organisation. Ah bah, on a essayé, mon employeur m'a écouté. Ok, ça n'a pas été couronné de succès. Par contre, la graine dont tu parles, on la sème en faisant une expérience. Il y a l'espace de dialogue et puis après, il y a faire des choses. Et je pense que c'est vraiment important de se mettre en… Et plus les personnes sont libres de faire ce qu'elles ont envie de faire, ça peut être commencé par 20% du temps ou 10% du temps. Dire qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie d'apporter à l'entreprise. Ok, je vais te donner un espace et puis tu vas pouvoir parler avec tes collègues pour faire cette chose-là. Et là, elles sont d'autant plus créatives et elles peuvent, je pense, apporter beaucoup de choses à une organisation. Ouais, on espère.
Alors, comment faire correspondre cette vision un peu idéaliste avec la réalité des contraintes économiques du travail et des entreprises? Est-ce que toutes les PME, par exemple, peuvent se permettre de faire des 80% pour leurs employés, par exemple? Comment on gère ça? Encore une fois, je disais 80%. Je pense que la notion du temps de travail, à part certains métiers, la notion du temps de travail, croire que, encore une fois, si j'ai inscrit sur le contrat de travail de mon employé qui travaille entre 9h et 17h, que entre 9h et 17h, son temps de cerveau disponible est uniquement focalisé sur les missions qu'on lui a données, je pense que c'est une belle illusion de croire cela. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les réseaux sociaux le montrent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont interrogées lorsqu'elles ont vu que leurs employés tweetaient pendant leurs horaires de travail. Et donc, dit, tu ne travailles pas. Oui, mais aujourd'hui, quelqu'un qui a entre 20 et 40 ans, même plus, va tweeter pendant ses horaires de travail. Là où il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans ou 50 ans, je me prenais, c'est pas antagonique, mais prenez une pause café, 2 pauses café, 3 pauses café, ou juste tout simplement, je suis devant ma machine ou devant mon ordinateur, mon corps est là, mais mon esprit, il est loin. Donc, cette question de la répartition du temps de travail, je pense qu'elle est, en tout cas, penser que je n'ai pas le temps de libérer du temps pour mes employés, pour qu'ils fassent des choses qu'ils ont envie de faire, je pense que c'est une illusion. Par contre, à partir du moment où il y a un dialogue transparent qui se crée, et se dire, OK, je sais que toute personne normale, sur une semaine, peut-être qu'il y a 3 jours, elle va être complètement focalisée, et puis les 2 autres jours, parce qu'elle pense à ses enfants, parce qu'elle pense à ce qu'elle a vraiment envie de faire, à son rêve, au voyage qu'elle veut faire, elle n'est pas entièrement concentrée sur sa tâche. Et moi, je suis partisan aujourd'hui d'avoir un dialogue complètement transparent et libre là-dessus, et de se dire, OK, pour que l'entreprise tourne, il y a besoin de faire ça. Est-ce que le fait de faire ça est compatible avec le fait qu'à côté, tu puisses mener une autre activité ou te concentrer pendant 2 heures à rédiger quelque chose ou à préparer le cours que tu vas donner à des enfants mathématiques à côté ou préparer la maraude que tu vas faire le soir avec telle ou telle association qui vient en aide aux sans-abri. Donc, pour bien dire clairement ce que j'ai dit, c'est sortir de l'illusion qu'une personne est 100% productive. Exactement. Et en fait, d'ailleurs, le mot de productivité, je pense qu'on a besoin de temps de respiration. Moi, je vous rappelle, on me disait souvent quand j'étais petit, ne révise pas la veille d'un contrôle. Va t'aérer l'esprit. Avant le bac, j'ai fait une journée au cinéma et autres, parce que le cerveau a besoin de s'aérer. Et donc, prendre conscience de ça, c'est déjà quelque chose d'assez important. Ok. En fait, finalement, ce que je dis aussi, c'est ça peut marcher avec un maximum de gens si tant est qu'on ait pu construire une relation de confiance et qu'on soit bien sûr des gens sur lesquels on peut compter. Bien sûr. Et puis, il y a des personnes, effectivement, qui ne seront pas demandeurs, qui elles, vont dire non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à faire mon travail de temps à temps et qui ne souhaitent pas créer un tas de connexions entre ce qu'elle fait à l'intérieur du travail et à l'extérieur. Donc, à un moment T. Et puis qui peut-être vont évoluer en voyant les collègues qui font… plusieurs activités. Exactement. Donc, tout n'est pas figé, on évolue. Je crois à la capacité de l'être humain d'évoluer, de s'enrichir intellectuellement, de progresser, d'apprendre de nouvelles compétences. On le voit bien aujourd'hui. Il y a des gens qui font des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées il y a 20 ans. Et je prends même l'utilisation d'Internet. Il y a des personnes qui ont 80 ans. D'ailleurs, c'est intéressant parce que sur Internet, on se rend compte que les personnes qui sont retraitées, globalement, maîtrisent mieux Internet que la génération qui est juste en dessous. Parce qu'ils ont du temps pour apprendre et parce que c'est un moyen de garder du lien avec leurs petits-enfants. Et si on avait rétrospectivement posé la question il y a 20 ans, est-ce que vous pensez que telle ou telle personne va être en mesure d'utiliser Facebook J'aurais dit non. Bien sûr. Ouais. Donc, et c'est ça qui est formidable. Et je pense que dans une organisation comme l'APM, il y a aussi une dimension humaniste. Et progrès, c'est la deuxième lettre d'APM. Que le progrès, il va jusqu'à la fin de la vie. Voilà, donc ne pas mettre les gens dans des cases. Chacun peut évoluer. Voilà, à sa vitesse. Ouais. Alors, il y a 2 questions dont une va te faire sourire parce qu'on en sourit depuis le début, on tourne un peu autour. Mais
Le conférencier a-t-il été salarié? Et je te pose juste après la deuxième question qui va avec. Comment en France sortir du système social corporatiste pour déconnecter la protection sociale du statut de salarié? Alors, le conférencier que je suis, oui, j'ai été salarié pendant 5 ans. En fait, j'ai commencé en 2010 à travailler dans une start-up. Ensuite, j'ai rejoint une entreprise que tout le monde connaît qui s'appelle Amazon. Et quand j'étais chez Amazon, j'ai été débauché par une autre entreprise du e-commerce allemande pour aller monter un département achat. Où on est arrivé au bout de 5 ans avec un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros, 10 millions d'euros d'achats effectués en France, donc quelque chose d'assez important. J'étais jeune en plus à l'époque, on m'a donné des responsabilités, c'était génial, oui à l'époque. J'ai été salarié, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, je trouvais ces structures trop traditionnelles. Donc on se parle de start-up, d'Amazon, etc. Parce que je n'avais pas le sentiment de pouvoir exprimer librement mes idées, ma créativité, parce que j'étais dans une relation hiérarchique, parce que je n'avais pas les cartes en main pour pouvoir... enfin, j'avais les cartes en main, je proposais des choses, certaines étaient réalistes, d'autres étaient à plus long terme, sauf que l'organisation et les dirigeants étaient focalisés sur certains objectifs court terme que je ne partageais pas, parce que je pense qu'il faut avoir une vision long terme pour pouvoir pérenniser une organisation. Donc, avec tout ce que ces organisations peuvent avoir de flexibilité, j'ai décidé en fin 2014 de rejoindre une organisation un peu plus lâche, où je serais un peu plus libre de mener des projets, mais avec, comment dire, l'indépendance elle est juridique. Encore que, moi je suis salarié, on pourra peut-être en revenir là-dessus, mais globalement, chez WeShare, l'indépendance elle est juridique. Par contre, il y a une dépendance sociale très forte. J'ai besoin que d'autres émergent pour que je puisse moi-même continuer à faire ce que je fais, continuer à faire ce que j'aime et m'enrichir, que ce soit d'un point de vue intellectuel et également gagner ma vie. Donc, je ne sais pas, comment dire, pour revenir sur la question précédente et sur la question qui a été posée, je ne dis pas que tout le monde doit devenir indépendant d'un point de vue juridique. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction des phases de la vie, moi je me suis salarié, c'est même ça, parce que j'avais un bébé qui venait de naître et parce que je savais que je devrais déménager un jour ou l'autre et qu'un propriétaire est plus sensible à une fiche de paye sur laquelle il y a un fixe, même petit, plutôt qu'un compte de résultats d'une société de conseil. Une activité indépendante. Exactement, parce que le CDI rassure. Donc, et je pense que de plus en plus, on va se diriger avec des parcours de vie où les gens, un peu d'ailleurs comme le système de l'intermittent, et qui sert aussi de référence pour beaucoup de gens, vont se diriger avec des parcours de vie, ils vont être salariés, ils vont créer leurs activités, et puis ils vont aller sur autre chose, et puis ils vont revenir. C'est mon sentiment de l'évolution des modes de travail. Alors, il y a une question dont on n'a pas beaucoup parlé pendant notre première partie, mais qui est très importante quand même, et qui revient là. Attention à ne pas trop embellir le tableau, les indépendants doivent pouvoir gérer la solitude, l'incertitude, la volatilité. Quand on a préparé ça, tu me disais, en fait, indépendant, c'est un mot qui n'est pas forcément très clair, parce que finalement, personne n'est vraiment indépendant. Bien sûr. Indépendant, je reprends le cas de Clément, ou d'autres, mais on est indépendant juridiquement, et encore que lorsqu'on signe une prestation ou un contrat avec un client, on est lié juridiquement à ce client, mais surtout on a besoin d'autres pour exister. J'ai besoin d'autres pour gagner ma vie, j'ai besoin d'autres pour travailler. Et surtout, il y a la question du lien social. C'est le lien social et les interactions sociales entre les individus, entre travailleurs dits indépendants, salariés et autres, qui créent de la valeur. Donc effectivement, il ne faut pas embellir le tableau. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais notamment de ces travailleurs indépendants ou dits indépendants qui conduisent des voitures, des vélos ou autres, qui en fait ne sont absolument pas indépendants puisqu'ils dépendent déjà complètement de la plateforme. Bien sûr, c'est une plateforme qui centralise la connaissance. Et demain, si la plateforme décide, comme l'a fait Uber, de monter de 20 à 25% la commission, on se retrouve avec des gens qui ont pris des crédits pour pouvoir acheter des voitures et faire leur activité, qui se retrouvent complètement encore plus dépendantes économiquement de Uber pour pouvoir travailler, puisque s'ils arrêtent leur activité, ils n'ont rien à côté pour pouvoir gagner de l'argent, et du coup, ils se retrouvent avec un crédit qu'ils ne peuvent pas rembourser. Donc c'est hyper important de voir ce qu'on met derrière le mot indépendant.
Et moi, je pense plutôt à de nouvelles formes de relations de travail, de contrats sociaux, de relations entre des individus, entre des agents, des acteurs économiques. Et encore une fois, que ce n'est pas linéaire. Les progressions et les évolutions sont beaucoup moins linéaires qu'elles n'ont pu l'être il y a 10, 20, 30 ou 40 ans. Ok. Comment concilier ces espaces de liberté pour les salariés avec des procédures ou des process imposés par des exigences de qualité ou de sécurité toujours plus fortes ? Cette question me fait penser en fait à la question de la sécurité des informations. Oui, qui avait déjà été posée. Oui. On a des exigences de sécurité et de contrôle de l'information au sein d'une organisation, mais ça repose juste sur le fait que les individus qui ont accès à ces informations-là ne les diffusent pas à l'extérieur. Et en fait, nul n'est capable d'empêcher une personne de consigner ces informations par écrit, de les mettre dans un coffre-fort, d'en parler à sa femme ou à son mari, d'en parler avec ses amis au cours d'un dîner. Je veux dire, on est absolument. En fait, la question c'est quand est-ce que ces informations-là, qui peuvent avoir un impact soit sur la sécurité économique de l'organisation, de l'entreprise, quand est-ce qu'elles peuvent ressortir d'un point de vue public ou auprès de concurrents et avoir un impact là-dessus. Et c'est là où j'en reviens à la relation de confiance en fait. Aujourd'hui, on peut mettre tous les carcans, on peut mettre tous les contrats, tous les sauts de confidentialité qu'on veut sur des questions qui sont liées à la sécurité, au contrôle de la qualité au sein d'une organisation. On ne peut pas empêcher une personne d'aller diffuser ces informations. Et ensuite, encore une fois, la qualité, elle va dépendre, la qualité du travail fourni ou produit, elle va dépendre de la disposition, de l'état d'esprit de la personne qui a rempli le travail ou qui fait le travail au moment où elle le fait. Et ça dépend de son bien-être, ça dépend de sa relation à l'employeur. Donc, je pense, moi, j'inverserais plutôt la question, en fait. C'est dans quelles conditions je dois mettre mes employés, mes salariés, appelons ça comme on veut, mes collègues, équipiers, mes collaborateurs, pour qu'ils soient dans les meilleures dispositions pour créer le produit ou le service qui permet à l'entreprise d'être pérenne. Ok. Alors, il y a pas mal de questions aussi sur le côté un peu plus sociétal et la protection qu'on peut offrir à ces travailleurs indépendants. Comment ça se passe en termes de protection sociale, puisque c'est des gens qui ne sont pas protégés par un CDI? Qu'est-ce qui existe pour protéger un peu cette communauté? Donc, petit rappel historique, en fait, hein, le CDI est devenu populaire, notamment par la protection sociale qui était rattachée. Voilà, et puis ça, c'est 1945, voilà, on sort de la Seconde Guerre mondiale, etc. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le chiffre exact doit être autour de 90%. 90% des embauches aujourd'hui se font en CDD. Et pas en CDI. Oui. Ouais. Donc, c'est le chiffre à peu près qui ressort. Voilà, donc déjà la protection relative au CDI est toute relative aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on voit quand même certains mouvements qui essayent justement de s'intéresser à cette question de la protection sociale des travailleurs indépendants. Alors, je vais prendre l'exemple d'une start-up qui s'appelle Upwork, par exemple. Je pense que Clément va à nouveau sourire. Donc Upwork, c'est une plateforme qui permet aux freelances, qui permet de mettre en relation freelance et entreprises qui ont besoin de freelance, quels que soient les métiers. Donc, Upwork, ils vont plus loin que la simple question de la mise en relation, donc une place de marché. Ils s'intéressent à justement cette question de la sécurité. La mutuelle, ce genre Exactement. Alors, donc la mutuelle, c'est encore en cours de réflexion, mais je viendrai dans 30 petites secondes. Mais par exemple, Upwork a mis en place un service d'affacturage permettant justement à leurs travailleurs indépendants d'être payés avant même que le client ne leur paye. Et donc, d'éviter de subir l'écart entre du délai de paiement à plus 45 ou plus 60. Donc ça, c'est un premier point. Et c'est intéressant puisque toutes ces plateformes n'engagent pas ce mouvement, mais on voit des gens qui ont des valeurs qui sont très fortes et qui les poussent à s'intéresser aux gens qui mettent en relation. Ça, c'est un. Deux, sur la question de la mutuelle, on voit aujourd'hui il y a aujourd'hui des gens qui portent des projets de mutuelle pour indépendants. Ça existe déjà aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un syndicat même des travailleurs indépendants qui s'appelle la Freelancers Union. Et d'ailleurs, qui se pose la question, c'est qu'est-ce qui fait le lien entre tous ces indépendants? Qu'est-ce qui fait qu'un chauffeur Uber se sent proche d'un graphiste? Et donc en France, ça y est, il y a des choses qui commencent à arriver. Avec WeMind, par exemple,
qui s'intéresse justement à la mutuelle des indépendants. Donc c'est des choses qui arrivent et je pense que ce sera d'autant plus pertinent que ces indépendants-là, et pas que les gens qui font appel aux indépendants, donc les entreprises, contribuent de manière à favoriser l'émergence de ce type d'activité. Pour l'instant, la législation en France, elle n'avance pas aussi vite que n'avance le travail indépendant et l'économie collaborative. Est-ce que tu as des exemples de pays, on sait que plusieurs pays différents nous suivent aujourd'hui, on leur dit bonjour. Est-ce que tu as des exemples de pays qui sont un peu plus en avance que nous sur ces législations? Alors, de pays, pas tellement, même si par exemple on vient de voir que le Danemark vient de nommer un ambassadeur au digital, et donc il s'intéresse notamment à l'impact du digital sur le travail. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt les expériences qui sont menées par des villes. On prend une ville comme Amsterdam, par exemple. Amsterdam s'est beaucoup intéressé à l'impact et s'intéresse beaucoup à comment les plateformes transforment la vie à la fois des citoyens, des entreprises avec lesquelles elles peuvent entrer en concurrence, et donc des gens qui travaillent pour elles. Et donc on voit qu'il y a plusieurs villes comme Amsterdam, Séoul, qui mettent en place des législations ou des régulations adaptées en fait aux questions sociales et sociétales de leurs citoyens. Ils viennent de passer Amsterdam à un partenariat avec Airbnb, où globalement ils font en sorte que comment Airbnb peut avoir le moins de nuisances possible, à la fois sur les voisins, mais également sur l'économie locale. Exactement, sur l'économie locale. Donc ils ont mis en place un service client qui est disponible 24 heures sur 24 par téléphone. Et ils développent à côté en plus leur propre offre, une sorte de Airbnb gratuit pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'utiliser la plateforme. Donc ce qui est plutôt intéressant, c'est le travail des villes. Et je vais peut-être faire une légère, pas digression, mais aller un peu plus loin en Orient. On va aller jusqu'en Chine. En Chine, c'est intéressant parce que en Chine, on a l'image de la Chine d'un pouvoir très central, où un parti et quelques personnes contrôlent ce qui se passe sur l'économie. Mais en fait, on voit qu'en Chine, aujourd'hui, ça évolue très rapidement. On le voit là, avec les négociations qui ont lieu entre la Chine et les États-Unis sur le commerce. Et par exemple, la législation concernant les VTC, ou l'équivalent des VTC et du covoiturage en Chine, est déléguée aux villes. Donc imaginez qu'une plateforme, l'équivalent de plateforme de la plateforme Uber en Chine qui s'appelle Didi, qui a d'ailleurs racheté les activités de Uber China, doit aujourd'hui négocier avec 300 villes. 300 villes. Et chaque ville dit, alors moi les voitures elles doivent faire 2,50 m de large ou de long, 1 mètre de large, elles doivent être noires avec et c'est que telle marque ou telle marque. Ils ont tous leur législation particulière. Exactement. Donc si je reviens sur le cas de la France, je ne dirais pas que la France est en retard ou en avance. Il y a Pascal Terrasse, le député Pascal Terrasse, qui avait fait un rapport sur l'économie collaborative l'année dernière, avec quelques propositions qui ont émergé, ça c'est un. Mais surtout, en fait, je pense qu'on a parfois trop tendance, parler un peu de politique, mais on a parfois trop tendance à attendre d'élus ou de décideurs politiques de répondre à des questions auxquelles même les spécialistes ne sont pas capables de répondre. Donc je pense qu'il faut apprendre en faisant, il faut tenter des choses. Globalement, on voit bien qu'il existe un certain nombre de zones floues juridiques. Et ces zones floues juridiques, elles permettent de faire des expérimentations. Et je pense que c'est en faisant des expériences… On pourra décider de ce qu'on crée comme loi. Bien sûr. Je pense que plutôt que de partir de lois qui sont parfois un peu trop rigoristes ou qui veulent… Enfin, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et puis surtout, les plateformes ont une capacité à faire bouger leur modèle économique bien plus souple que notre bien sûr. Cadre juridique. Aujourd'hui, vous voyez Airbnb comme une plateforme d'économie collaborative qui permet à des gens de louer une pièce de leur maison ou louer leur maison ou leur appartement. Airbnb au Japon, par exemple, travaille sur d'autres projets. Ils ont mis en place un projet qui s'appelle Samara et globalement, ça consiste en une maison type témoin qu'on peut mettre en place dans des villages isolés du Japon et qui permettent en fait de faire venir des voyageurs dans ces villages isolés, là où culturellement les Japonais n'auraient pas accueilli chez eux des étrangers. Vous voyez ? Donc on recrée du lien encore une fois. Exactement. Vous voyez, donc on attend Airbnb ici, mais ils sont déjà de l'autre côté. Uber, elle travaille sur non seulement les voitures autonomes, et pas qu'ils viennent de débaucher là, il n'y a pas longtemps un des meilleurs ingénieurs de la NASA pour travailler sur demain, je pèse mes mots, des drones capacitaires autonomes. Donc en fait, les voitures volantes dont on rêve depuis… dont j'entendais parler depuis que… Exactement. Et même avant, quand j'avais 5 ans, je pensais qu'il y aurait des voitures volantes en l'an 2000. Donc attention à ne pas trop se concentrer sur la législation et plutôt à tester quand même malgré tout. Et à regarder ce qui se passe et à créer des espaces de dialogue
entre les expérimentations qui sont menées. Et c'est précisément ce que nous, on aime faire chez WeShare. Et mettre en place des espaces de dialogue entre grandes entreprises, start-upers, mais également des activistes, des gens qui portent des idées qui sont très radicales, mais qui vont peut-être devenir pour certaines grand public dans 2, 3, 5 ou 10 ans. Ok. On avait des questions aussi de nos dirigeants, plutôt dans le cas où ce sont eux qui font appel à des services de travailleurs indépendants. Il y avait une question notamment sur comment on fait quand on est dirigeant et qu'on travaille avec un collectif d'indépendants. Si l'un d'entre eux fait défaut ou produit quelque chose de mauvaise qualité, qui est responsable dans ce cas-là du contrat qui est passé entre le collectif et l'entreprise? Alors, de ce que je sais, en tout cas, lorsqu'il y a un contrat qui est passé, c'est la personne qui signe le contrat qui est responsable. D'ailleurs, c'est intéressant puisque nous, chez WeShare, on l'expérimente, parce qu'on a des activités qui sont à la fois très caritatives, enfin, en tout cas qui sont très associatives avec pas de modèle économique, et puis à côté, on développe pour nos propres modèles économiques individuels ou de groupe des activités économiques, et il se trouve qu'on travaille avec des organisations qui font appel à nous. Donc, on est en plein dans la question. Et du coup, on s'est rendu compte il y a un an, en discutant avec des avocats de manière on était assez naïfs, que c'est la personne qui signait la prestation qui était responsable, et que si des personnes de son équipe, donc sur le projet, ne menaient pas à bien le projet pour lequel il travaillait, le donneur d'ordre, donc le client pouvait se retourner contre la personne qui avait contracté. Et le truc, c'est que dans les collectifs, dans ces organisations-là, il n'y a pas de lien juridique entre nous. Quand je fais travailler un ami ou un collègue, ou ça dépend comment on l'entend, en tout cas quelqu'un de mon collectif, je ne lui fais pas signer un contrat. Oui. Donc, et tu n'as pas de pouvoir hiérarchique sur lui pour lui dire alors, encore un truc à rendre. Sur des projets, on a quand même… mais en fait, le pouvoir hiérarchique, il dépend encore une fois de la relation de confiance et de la capacité à embarquer les personnes. Il n'y a pas de subordination entre vous, en fait. Il y a pas, non. Sur des projets, en fait, il y a une subordination un peu de fait dans la mesure où si moi, je gagne un projet et que je crée une équipe de 5 personnes… Tu restes la porteur du projet. Exactement. Par contre, culturellement, on met déjà en place une organisation où on va discuter, y compris nous, d'argent, de manière transparente entre nous, des missions, des qualités, des compétences, pour pouvoir éclaircir les zones d'ombre. Et en fait, la réalité, c'est qu'on fait ça même avant de gagner la mission. Et puis après, on pourra reparler, mais nous, on a aussi mis en place un processus en fait, de rémunération a posteriori. C'est-à-dire que quand on est sur une mission, par exemple, je prends une mission à 30 000 €, on va peut-être mettre 5 000 € de côté, et ces 5 000 € de côté, on les attribuera entre nous en fonction de l'apport réel et du travail. À la fin du projet, en fait. Exactement. Ce qui permet en fait d'inciter les personnes. Donc en fait, c'est aussi une manière de répondre partiellement à cette problématique et de dire, bon bah, si quelqu'un pense qu'il a mal été payé pour ce travail et qu'il décide de se mettre en retrait, est-ce que l'incitation économique en fin de projet permet d'aller jusqu'au bout. Mais ce n'est pas une solution unique. Ça doit venir avec ce lien social, ce lien culturel qui existe entre les individus. Ok. Une dernière petite question juridique, et puis on est presque au bout de notre discussion. Comment on peut gérer, imagine chez WeShare, vous êtes plusieurs à être en contrat régulièrement avec des entreprises. Comment une entreprise peut gérer un risque de demande de requalification de votre contrat de travail? Ça peut arriver. Ouais. Ça, c'est une très bonne question. Je pense que la personne qui a posé la question est assez renseignée et a vu que notamment à la fois aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, qui ont des positions économiques très libérales, on constate qu'il y a des procès en ce moment qui sont en cours, où notamment, on reparle de Uber parce que c'est un cas emblématique. Uber fait face à des demandes de requalification en contrat de travail. Il y a même aux États-Unis des entreprises qui avaient levé des dizaines de millions de dollars qui ont fermé parce qu'en fait, elles se voyaient menacées de requalifier en contrat de travail des travailleurs. Ça change tout le modèle économique. Exactement, donc ça change complètement le modèle économique. Donc elles disent bon, on va arrêter, on va mettre la clé sous la porte parce que ce n'est pas notre modèle de développement. En fait, la question qu'on pose, c'est dans quelle mesure, j'en reviens à cette lien de confiance, la personne avec laquelle on va travailler va sentir que la relation est équilibrée et va pas se sentir dupée en fait, dupée par le contrat qui est passé. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe dans la relation de contrat de travail salarial classique, où parfois les personnes estiment qu'elles ne sont pas payées assez pour ce qu'elles font, que d'autres collègues sont augmentés alors qu'elles mériteraient d'augmenter et vont avoir tendance à lever le pied. Donc d'un point de vue juridique,
il y a des choses assez simples. Hein. Je pense que lorsqu'on est l'unique employeur ou l'unique apporteur d'affaires d'une personne, c'est quelque chose qui, pour les décideurs juridiques, en tout cas l'inspection du travail ou autre, peut être une alerte concernant en fait, une relation hiérarchique ou subordonnée mal équilibrée, en fait, qu'elle existe. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on voit des entreprises qui qui demandent à leurs salariés ou qui font des ruptures conventionnelles, qui demandent à leurs salariés de démissionner et qui les passent en auto-entrepreneur. Je pense que ça, c'est une erreur assez grossière qui existe. Hein. Les gens font cette erreur. Et après, il y a aussi documenter le travail d'accompagnement qu'on peut faire de la part de ces personnes-là. Si je repense, on revient sur la question, et notamment ton cas à toi, qui est, j'ai une personne qui décide de devenir plus ou moins indépendante d'un point de vue juridique, parce qu'elle va être libre de faire des choses à côté. Il y a aussi la possibilité de documenter via des notes qui sont prises, via des entretiens, l'accompagnement qui est fait, de dire, voilà, moi je te mets le pied à l'étrier en te proposant une mission pendant 3, 6 mois, 1 an, et à côté, développe tes activités, mise en relation, un suivi, par exemple, proposer à une personne extérieure à l'entreprise, que ce soit un psychologue ou un coach, d'accompagner cette personne. Et ça, je pense que c'est des choses auxquelles la justice… On revient sur notre histoire de relation de confiance, en fait. Hein. Bien sûr. Et par contre, il y a l'informel, effectivement, de la relation de confiance. Et il y a aussi formaliser un petit peu ce qui se passe. Et formaliser, ce n'est pas signer un contrat. C'est juste avoir un document de suivi, des rendez-vous réguliers. Pour terminer sur cette question-là, je repense à l'entretien annuel. Beaucoup d'entreprises ne font pas faire l'entretien annuel à leurs salariés. Or, par exemple, sur les questions de burn-out, une entreprise qui n'aurait pas fait d'entretien annuel à ses salariés et dans laquelle une personne fait un burn-out peut se retrouver responsable, en fait, puisqu'en fait, elle n'a pas assuré le suivi psychologique ou psychosocial ou, de la personne. Ok. On va prendre une dernière question et puis après, on passera à notre conclusion. Ouais. Existe-t-il des enseignements dans les écoles de management et d'ingénieurs pour apprendre à exister par soi-même? C'est un peu la question philosophique de la fin. Je vais répondre, je crois que non. Je crois que non. En tout cas… On n'apprend pas de la posture, en fait, finalement. Non, et d'ailleurs, j'ai fait une intervention dans mon ancienne école il y a 3 mois. Et j'ai justement été assez critique dans la manière dont les business schools, les écoles de commerce et les écoles de management justement prenaient en compte cette question. Bon, et je n'étais pas invité par l'école, j'étais invité par une organisation tierce et il se trouve que ça se faisait dans l'école en question. Dans l'école en question. Et la responsable des programmes pédagogiques est venue me voir à la fin en me disant écoutez, c'était intéressant ce que vous avez dit, ça nous parle, comment on fait pour travailler sur cette question-là? Donc à la fois elle avait été un peu choquée, en plus moi ancien étudiant de cette école-là, et puis à la fois il commence à avoir une prise de conscience, et je pense que la prise de conscience, et c'est pour boucler la boucle, elle se fait notamment chez ces personnes-là à travers leurs enfants. Il y a beaucoup de choses qui passent à travers les enfants, et sur ça je vais vous faire référence à un livre qui a été coécrit par Clara Guémard et sa fille Bérénice, où en fait elles ont écrit un livre à deux sur en fait leurs différences sur la vision du travail. Et Clara Guémard qui vient d'un milieu, enfin en tout cas qui était ancienne présidente de GE, son mari Hervé Guémard qui était ancien ministre, qui était député maire de Bourg-Saint-Maurice, on peut dire un milieu plutôt traditionnel ou classique, et qui se retrouve avec des enfants qui ont une vision du travail. Qui viennent bousculer cette vision. Bien sûr, presque hippie. Donc c'est assez intéressant de voir et que le dialogue, et qu'à travers cette relation-là, ça a amené les enfants, mais également les parents, à évoluer sur leur vision du monde du travail. Ok. On arrive à la fin de cet Extra Club. Est-ce que tu peux nous faire une conclusion ou peut-être répéter ta conviction, ce en quoi tu crois pour ce monde du travail de demain? Ce que je crois, c'est que, donc, j'ai utilisé le mot linéaire tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les carrières ne sont plus linéaires. À la fois les carrières de personnes qui sont amenées à progresser dans une organisation, et puis les carrières de personnes qui sont plutôt en bas de l'organisation. Pourquoi? Parce que d'un côté, avec ces plateformes, et on va continuer à en voir rêver de nouvelles qui permettent en fait de changer la manière de faire les choses, de proposer de nouvelles alternatives
où des gens vont se dire, bon bah ok, entre être devant une machine ou aller travailler ou conduire une voiture aux heures qui me plaisent, je vais plutôt aller faire ça. Donc il faut s'interroger sur la question des parcours des personnes au sein d'une entreprise. En dehors de l'entreprise, une personne peut soit faire du mi-temps ou sortir pendant 2-3 ans, revenir ensuite, et donc de sortir de la vision figée du CDI, qui est parfois rassurante parce qu'en fait d'un point de vue intellectuel, c'est peut-être un peu une flemme, mais se dit voilà, on a ce CDI, et puis comme il y a ce CDI, c'est bon. Je suis confortable. Exactement. D'un côté comme de l'autre, et donc de se faire violence et de s'interroger sur est-ce que mes salariés, est-ce que mes employés sont contents de faire ce qu'ils font. Est-ce que j'aurais pas plus de valeur et d'intérêt à leur apporter bien sûr. Plus de souplesse? Et ça, c'est pas une utopie. C'est possible. Beaucoup le font aujourd'hui avec des bénéfices que les personnes, le matin, elles viennent avec le sourire. Qu'il n'y a plus ce syndrome de la machine à café où les personnes vont discuter autour de la machine à café de j'ai pas eu telle augmentation, ça m'embête, et plutôt de proposer des alternatives concrètes en libérant du temps, en essayant de comprendre un peu mieux quelles sont les intentions, les volontés des différentes personnes. Et ça, encore une fois, c'est facile à mettre en place. C'est-à-dire que ça passe par des expériences au niveau d'une organisation qui sont vraiment très simples. Espace de dialogue virtuel ou réel, provoquer des réunions, des discussions et comprendre quels sont les moteurs de motivation des personnes dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Ok. Merci beaucoup pour ces explications et pour tes convictions. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux. Il y a eu beaucoup de questions. Donc les questions qu'on n'a pas pu adresser en direct, on vous enverra les réponses de Toufik si ça vous intéresse. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain Extra Club et bonne neige en Autriche apparemment. À bientôt.